tous et bienvenue au quatrième café-conférence de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec de la saison 2024-2025. Est-ce qu'en ligne, on m'entend bien? Ouais. Donc, bienvenue à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente, Louis Allard, puis j'ai avec moi quelques représentants de la FAR. On a Justine Guélis qui est présente, Frédéric Brunet et Rosalie Côté. On a aussi l'OIFQ qui est présent, donc on a François-Hugues Bernier et on a Marie-Claude Dussault avec nous. On a quelques messages. Donc, pour le certificat de formation continue, les gens de la salle, vous devez signer la feuille de participation à l'entrée. Et les gens en ligne, vous devez inscrire sur le site de l'Ordre votre nom. Vous devez vous inscrire sur le site de l'Ordre et indiquer dans le Zoom votre nom complet pour qu'on puisse bien vous identifier. Pour la période de questions, pour les gens dans la salle, vous avez juste à lever votre main puis on va aller vous voir avec un micro. Pour les gens en ligne, vous devez l'inscrire dans la section conservation, conversation et on va la lire pour vous. Donc aujourd'hui, on reçoit un conférencier, Maxime Parot, qui est chercheur postdoctoral, membre de l'équipe d'Alexis Achin, qui est professeur ici au département des sciences du bois et de la forêt à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Il a obtenu son doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés en 2023, qui portait sur la transformation de la lignine, qui est une molécule présente dans le bois, qui est faite en fibre de carbone. Et durant son doctorat, il a découvert le bioraffinage. À la suite de ça, il a tendu à se perfectionner dans la transformation de chaque molécule issue du bois afin de les convertir en produits à haute valeur ajoutée. C'est ainsi qu'il est chercheur postdoctoral dans l'utilisation de la cellulose pour la fabrication d'un gel extincteur du feu. Son projet à long terme est de valoriser chaque molécule présente dans le bois pour fabriquer des matériaux plus durables et éco-responsables dans une optique de bioraffinage. Donc, il s'est déplacé aujourd'hui pour venir nous parler de sa présentation du bois à la molécule qui, en sciences et nature, se rencontrent, les promesses du bioraffinage. Le bois est une ressource renouvelable et abondante. Cependant, lors de l'usinage du bois d'œuvre, près de 53 du tronc est réduit en copeaux ou en sciure, souvent valorisé en énergie ou en papier. Pourtant, le bioraffinage offre des solutions bien plus innovantes pour mieux exploiter ces produits sous-valorisés. La société dépend encore largement des ressources pétrolières pour la production des nombreux matériaux. Cependant, la raréfaction des ressources fossiles entraîne une augmentation des coûts et une pollution accrue. Il devient donc essentiel de développer des alternatives biosourcées. D'un autre côté, la vulnérabilité croissante des forêts aux incendies impose de repenser les méthodes de lutte. L'utilisation de l'eau peut rapidement montrer ses limites en termes d'efficacité, tandis que les produits ignifuges actuels, comme PFAS et Phosphocheck, ont des effets néfastes sur l'environnement. Dans cette conférence, nous verrons comment le bioraffinage peut répondre à ces problématiques de manière innovante en isolant chaque fraction du bois, la lignine, la cellulose et les hémicelluloses. Bonne conférence. Normalement, j'ai allumé mon micro, juste il y a un petit check en ligne. Je vais poser l'éternelle question, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Juste mettre euh, un petit pointeur, comme ça, ouais, si je demande des choses, on les verra mieux en ligne. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous qui êtes d'être présents en ligne ou en présentiel. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de bioraffinage, parce que c'est un peu ma spécialité, ou c'est du moins ce à quoi je tends vers. Alors, juste pour la petite image, au début, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me présenter qu'est-ce que ça représente pour toi la transformation chimique du bois. Et donc, ça m'a sorti cette image que je trouve quand même assez pertinente. Il y a plein de détails, mais vous le verrez sûrement après, genre à la fin de ma présentation, si vous revenez sur cette image, vous direz, ah oui, il y a quelques éléments que je présente dedans. Donc, au menu. Alors, il y a un petit trait sur l'écran, je sais pas, pourquoi il est là, lui. Euh, on a dû mettre un coup de... Je sais pas comment l'enlever, celui-là. Bah, il y a un petit trait là qui est sur l'écran. Je sais pas, ça va me perturber pendant la présentation. Ouais, il y a une ligne jaune.
Sinon, on fera avec un trait jaune sur l'écran, mais c'est moins. Ah oui, peut-être le stylet ici. Peut-être en bas à gauche, là, il y a un stylet ici. Je sais pas si celui-là. Non. Sinon, on a un petit trait sur l'écran. Il sera là avec nous. Il aura la conférence. Ah oui, il y a une petite gomme. Ouais. Ouais. Ah, waouh. Super. Hop, je remets mon petit pointeur. Voilà, donc, bon, désolé pour cette interruption, mais je sais qu'il y en a qui pourraient pas suivre la conférence s'ils voyaient un trait sur l'écran. Donc, au menu, je vais vous présenter un petit peu l'introduction, le contexte et un petit peu vous définir le bioraffinage, qu'est-ce que c'est. Et je vais vous parler donc, en vous parlant du bioraffinage, je vais vous parler un peu des projets que moi j'ai fait, tout simplement, parce que vu que je les ai faits, je suis mieux à même de vous en parler plutôt que d'autres projets que j'aurais pas forcément réalisés. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment transformer du bois en fibre de carbone, en arôme de vanille et comment utiliser du bois pour éteindre le feu. Donc, j'espère que je vous mets un peu l'eau à la bouche avec ça et que je vais vous tenir pendant les 30 minutes. Alors, tout d'abord, une petite définition. Le bois, c'est quoi? Alors, d'un point de vue chimique ou d'un point de vue biologique, le bois, c'est un groupe de cellules végétales. Et les cellules végétales, elles ont une spécificité, c'est qu'elles ont une paroi très épaisse. Et cette paroi, elle est constituée de lignocellulose. Alors, la lignocellulose, c'est pas une seule molécule, mais c'est un groupe de trois molécules. C'est de la lignine, des hémicelluloses et de la cellulose. Et ça va avoir son importance pour la suite. Alors, la quantité de bois sur Terre a été estimée à 557 milliards de mètres cubes en 2020 par la FAO. Alors ça veut dire que si on prenait si on rasait toutes les forêts qui sont sur Terre, absolument toutes, on les rase, on les met en un seul gros bloc de bois, un gros cube de bois, ben moi je me suis demandé 557 milliards de mètres cubes, ça représente quoi en fait? Alors je vous laisse 2-3 secondes là pour essayer de vous imaginer, de comparer à des monuments que vous connaissez, quelle serait à peu près la taille de ce cube-là. Et ben, ce que j'ai choisi pour vous indiquer à peu près la taille, c'est un lieu qu'on connaît pas mal tous ici, le lac Saint-Jean. Quelle serait la taille de ce cube de bois par rapport au lac Saint-Jean? Ben, voici à l'échelle la quantité totale de bois présente sur Terre loge dans le lac Saint-Jean. Donc ça montre une chose, c'est que le bois a beau être une ressource naturelle et renouvelable, elle n'est clairement pas illimitée. Et donc ça, cette image, elle illustre un peu l'importance d'utiliser vraiment le bois à son maximum et pas uniquement comme une ressource qui est renouvelable, donc on peut l'utiliser un peu comme on veut. Et donc c'est là où le bioraffinage va aussi prendre toute son importance, surtout dans la société actuelle. Euh, En plus de ça, au Canada, il y a une étude qui montre que seulement 47% d'un tronc d'arbre est utilisé pour faire du bois d'œuvre. Donc ça veut dire que plus de la moitié du tronc est transformé en sciure ou en copeaux. Alors ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2017, donc ça a sûrement un peu plus évolué en termes de rendement, mais globalement, on est sur du 50-50. Alors actuellement, tous ces copeaux-là, ils sont pas juste jetés, hein, ils sont surtout valorisés pour en faire du papier ou de l'énergie. Mais on peut valoriser ces copeaux d'une manière bien plus surprenante et avec une valeur bien plus ajoutée que juste du papier ou de l'énergie. Donc ça, c'est un petit schéma que j'ai fait qui montre à peu près, là, on voit, il y a le bois qui est coupé pour faire des troncs, l'usinage ensuite pour faire du bois brut, pour faire des matériaux de construction, des meubles, des habitations, etc. Et donc les copeaux qui sont soit brûlés pour faire de l'énergie, soit mis en pâte pour faire du papier. Et là, si je vous parle maintenant du bioraffinage, le concept du bioraffinage, c'est d'utiliser le bois à 100%, c'est-à-dire chaque molécule individuellement du bois pour en faire euh, un autre produit derrière. Et ne pas utiliser le bois comme une seule ressource indissociable. Et en fait, il existe plein de procédés actuels, et il va en exister plein de nouveaux dans le futur, j'en suis sûr, de procédés pour séparer les molécules du bois. Et quand je dis molécules du bois, je parle de lignine, cellulose et hémicellulose, comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais aussi les extractives. Euh, Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du procédé organosolve, parce que c'est celui que j'ai utilisé pendant mon doctorat, donc c'est celui que je connais le mieux. Mais il en existe plein. Donc, si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, je vais vous montrer comment on pourrait valoriser les copeaux en partant
en utilisant pardon, le procédé Organosolv pour séparer toutes les molécules. Et là, on voit que d'un coup, il y a beaucoup plus d'applications possibles pour les copeaux, pas seulement de l'énergie du papier. Et en plus de ça, ce qu'on remarque, c'est que non seulement il y a toujours la production d'énergie qu'on peut réaliser, mais il y a également le papier et carton qu'on avait déjà tout à l'heure, qu'on peut quand même faire ici. Donc ça ne supprime pas une utilité, ça en ajoute juste des nouvelles. Et parmi ces nouvelles, on voit que, par exemple, ici, j'ai mis un petit pôle énergie après la lignine. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le bois, ce qui donne le plus d'énergie, c'est la lignine. Donc pourquoi brûler l'entièreté du bois, sachant que ce qui donne le plus de chaleur, le plus calorifique, c'est la lignine. Donc on pourrait uniquement brûler la lignine, puis garder la cellulose pour faire du papier, au lieu de faire que l'un ou que l'autre. Pareil, avec la lignine, si on ne veut pas la brûler parce que c'est une molécule bien trop précieuse, on peut la transformer en d'autres molécules d'intérêt, que je vais vous parler un peu plus tard, des matériaux carbonés aussi, des supercondensateurs, des fibres de carbone, etc. On peut faire du bioéthanol, donc du biocarburant, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est basé sur le procédé organosolv. Alors, on a d'autres procédés qui vont faire d'autres choses à côté, mais je vais vous parler uniquement de celui-là moi aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous parler de la valorisation de la lignine. Et pour ça, je vais vous parler de mon sujet de doctorat qui était de la transformation du bois en fibre de carbone et donc plus spécifiquement, transformation de la lignine en fibre de carbone. Alors déjà, une fibre de carbone, c'est quoi? Alors pour être appelée fibre de carbone, il faut que la fibre soit composée à plus de 90% de carbone, ce qui peut paraître logique. Et en fait, les fibres de carbone, elles sont beaucoup plus légères et beaucoup plus résistantes que les fibres en acier. Donc là, on a un double avantage. Non seulement on est plus résistant, mais en plus, on limite l'ajout de poids, de masse dans, par exemple, les avions. Le but, c'est de consolider les avions au maximum, mais de ne pas les alourdir de plusieurs tonnes. Donc, la fibre de carbone, pour ça, c'est quelque chose de très utile. Ça permet de renforcer donc les matériaux pour faire des matériaux composites qui sont très novateurs et voilà. Et actuellement, en fait, la fibre de carbone, elle est faite à partir d'une molécule issue du pétrole. Donc, on appelle une molécule pétrosourcée. Et l'utilisation du pétrole pose ici un problème, notamment le pétrole étant une ressource fossile, son utilisation mène indéniablement à son épuisement et donc une augmentation de son prix. Alors, il y a une étude qui a montré que sur la fabrication de la fibre de carbone pétrosourcée, le précurseur était à l'origine de 50% du coût de production de la fibre de carbone. Donc la fibre de carbone, ça coûte très cher, mais ce qui coûte le plus cher dans la fabrication, c'est vraiment l'extraction du PAN. Le PAN, c'est la molécule issue du pétrole. Donc l'extraction du PAN, puis faire la fibre derrière, c'est l'autre moitié du coût. Donc remplacer le PAN par une molécule qui serait moins chère et biosourcée, ça réduirait à la fois le coût environnemental et économique. Donc c'est encore une fois double avantage. Il y a une autre étude aussi qui a mis en corrélation l'augmentation du nombre de brevets qui portent comme sujet fibre de lignine carbonisée et l'augmentation du prix du pétrole. Et ça, c'est quelque chose qui paraît logique, c'est que plus le pétrole va être cher, plus les industriels vont essayer de trouver un autre produit qui sera moins cher, parce qu'ils veulent une meilleure rentabilité économique. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut faire ça avec une molécule en plus biosourcée. Généralement, c'est l'inverse. On est sur du bio, et si on veut du moins cher, on va sur du pétro. Ben là, c'est l'inverse. Donc, c'est parfait. Donc, le but de mon doctorat, c'était de remplacer le PAN par de la lignine pour la synthèse de fibres de carbone. Pour ça, première étape, ça va être isoler la lignine de mes copeaux de bois. Donc, j'utilise le fameux procédé organosolv que je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, le procédé organosolv, c'est très simple. En fait, dans un réacteur, je mélange des copeaux, de l'eau, de l'éthanol, l'éthanol c'est de l'alcool, hein, et du FeCl3, donc du chlorure de fer, une petite pincée comme ça, c'est pour accélérer la réaction. On met tout ça dans un réacteur, on chauffe, on attend, et là, on a déstructuré notre bois. Donc, on obtient une pâte. Cette pâte, je la filtre, je sépare donc la pâte cellulosique ici, qui contient donc la cellulose, et en dessous, la fraction liquide qui contient la lignine et toutes les autres molécules issues de la dégradation du procédé organosolv. Je fais une précipitation parce que moi, je veux récupérer la lignine, donc je vais faire précipiter ma lignine ici. Donc, je vais juste diluer, rajouter une grande quantité d'eau. Ça va faire précipiter la lignine et uniquement la lignine. Et ensuite, j'ai juste à faire une deuxième filtration pour séparer la lignine ici à l'état solide, donc sous forme de poudre, et toutes les autres impuretés qui sont encore restées dans la fraction liquide. Et donc l'avantage du procédé organosolv, c'est qu'il permet d'extraire une lignine de très haute pureté. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de purification derrière, et une lignine assez peu dégradée. Donc moi, j'ai utilisé ce procédé-là pour récupérer ma lignine. Maintenant, mon objectif, c'est de faire des fibres de carbone. Avant de faire des fibres de carbone, je vais faire des fibres de lignine. Donc pour ça, je prends ma lignine,
et je le dissous dans un solvant, donc là le DMF, et je le mets dans une seringue. Cette seringue est placée sur une pompe. La pompe va tout simplement aller pousser le piston ici de la seringue pour éjecter la lignine à côté. En face de cette seringue, il y a un collecteur qui va venir récolter les fibres. Et comme c'est de l'électrofilage, et pas juste du filage, eh ben, j'ai une source de haute tension. Et en fait, cette source de haute tension, elle va relier l'aiguille et le collecteur, et ça va permettre, lorsqu'on allume le courant, de faire s'éjecter un filament de lignine de l'aiguille vers le collecteur pour, à la fin, obtenir un tapis de fibres de lignine sur le collecteur. Donc voici à quoi ressemble un tapis de fibres de lignine vu au microscope. Alors je vous montre l'image parce que je la trouve vraiment très jolie, donc c'est pour le plaisir des yeux, c'est cadeau. Euh, et j'attire aussi votre attention sur ici l'échelle, donc qui part de là à ici, de 50 micromètres. Alors 50 micromètres, pour vous donner une idée, c'est l'épaisseur d'un cheveu fin. Donc un fin cheveu fait cette taille-là. Donc ça veut dire que si on compare la taille de mes fibres par rapport à la taille d'un cheveu, ben, on voit que les fibres sont extrêmement petites. Et ça, c'était quelque chose que moi je voulais, c'est pour ça que j'avais utilisé l'électrofilage, c'était pour générer des nanofibres de lignine, contrairement à une extrusion classique qui aurait donné des fibres beaucoup plus épaisses. Et donc, une fois que j'ai mes fibres de lignine, je vais carboniser. Donc pour ça, je mets mes fibres de lignine dans un four sous azote. Je chauffe, en gros, pour les faire cramer vulgairement, donc pour les carboniser. Et à la fin, j'obtiens des fibres de carbone. Euh, donc, ce projet-là, ce projet-là a quelques limitations, notamment, comme c'était une thèse de doctorat, il y a beaucoup de choses à faire dans un temps restreint, donc je n'ai pas eu le temps, notamment de faire des essais à la traction sur ces fibres de carbone. J'ai pas eu le temps non plus d'optimiser le procédé de carbonisation pour essayer d'avoir les meilleures propriétés, puisque je n'ai pas testé les propriétés. Enfin, bref. Mais de base, la littérature scientifique, donc les gens qui ont eu plus de temps que moi pour faire des tests mécaniques, s'accordent à dire que les fibres de carbone biosourcées sont pour l'instant moins résistantes à la traction que les fibres de carbone pétrosourcées. Donc pétrosourcées ex-pan pour dire que c'est les fibres de carbone qui proviennent du pan, mais comme on les a carbonisées, c'est plus du pan, donc on dit ex-pan. Mais pour l'instant, alors je dis pour l'instant, je l'ai souligné parce que on n'arrête pas le progrès, comme on dit, donc un jour on arrivera à le faire. Euh, mais c'est ça, pour l'instant, les fibres de carbone biosourcées sont moins résistantes. Et en plus de ça, par contre, il y a une contrepartie, c'est qu'il y a une meilleure adhérence aux matrices polymères. Donc, c'est-à-dire que quand on utilise des fibres de carbone biosourcées pour renforcer un matériau, cette fibre de carbone, elle a beau être moins résistante, elle va beaucoup mieux adhérer au matériau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut quand on veut renforcer un matériau. Si quand on tire, le matériau se déchire et la fibre de carbone, elle reste à l'intérieur intacte, ça sert à rien. Le but, c'est qu'il y ait une bonne adhérence. Donc, il y a un peu le pour et le contre. Et si, en plus, on continue à faire des recherches là-dedans, un jour, on arrivera à faire la fibre de lignine, enfin, ou la fibre biosourcée, de la fibre de carbone biosourcée, avec une bonne résistance à l'attraction et une bonne adhérence. Donc, ça serait tout bénéfique. Et donc, le fait d'utiliser une molécule biosourcée à la place de pétrosourcée, ça fait que on réduit significativement le prix et on réduit significativement son impact environnemental. Donc, c'est quand même bénéfique. Donc, ça vaut le coup de faire quelques recherches là-dessus. Maintenant, je vais vous parler d'un tout autre projet, c'est transformation du bois en arôme de vanille. Alors, toujours la transformation de la lignine, mais cette fois en arôme de vanille. Donc là, on change complètement de sujet. Et je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Donc oui, c'est possible de transformer la lignine en arôme de vanille. Et je vais vous expliquer comment. Alors pour ça, il faut savoir que moins de 1% de la vanille actuellement proviennent des gousses de vanille, donc des gousses naturelles, parce que c'est extrêmement cher et extrêmement difficile de faire des vraies gousses de vanille. Et 85% des arômes de vanille qu'on utilise, que ce soit pour le parfum par exemple, ou pour l'alimentaire, donc les petits flacons de vanille là, qu'on achète dans le commerce pas très cher, en général ça provient d'un dérivé du pétrole, encore une fois, toujours lui. Et donc l'objectif c'est de trouver une alternative biosourcée au pétrole, encore une fois, pour faire de l'arôme de vanille. Alors pour là, il va falloir voir un petit peu plus dans la chimie, mais vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, ça va être très vulgarisé, tout le monde va comprendre. Donc ça, c'est un exemple de lignine. Alors ce qu'on peut voir avec ça, si qu'on soit chimiste ou pas, c'est que cette molécule, c'est une grosse molécule, c'est compliqué, c'est un peu le bazar. Mais faites-moi confiance, dans cette molécule, on retrouve cette molécule-là qu'on appelle l'alcool coniférylique.
c'est un motif qui se répète, donc on peut le voir, alors faites-moi confiance, hein, mais on peut le voir un petit peu partout. Et cette molécule-là, donc, qu'on trouve dans la lignine, pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on va la comparer à la molécule qui est responsable du goût de la vanille. Alors, on appelle ça la vanilline, et voici à quoi elle ressemble. Et donc là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être forcément un ingénieur chimiste pour se rendre compte de la similarité entre ces deux molécules. Et donc, comment faire pour transformer de la lignine en vanilline? Ben, il existe des solvants, enfin des molécules qui permettent de dégrader la lignine. Donc, par exemple, on peut utiliser du NaOH, donc de la soude, pour couper toutes les petites liaisons là, comme ça, de la lignine un peu aléatoirement, pour obtenir des plus petites fractions de lignine. Et ces plus petites fractions, si on continue la réaction, on va encore la couper jusqu'à obtenir, à un moment donné, cette molécule, la vanilline, donc l'arôme de vanille. Et donc après, il suffit juste de faire une petite purification et on obtient de la vanilline. Donc, comme je disais, actuellement, 85% de la lignine est issue à partir du pétrole. Et on peut, actuellement, c'est 15%, la vanilline biosourcée, de synthèse, mais biosourcée. Mais le problème, c'est que c'est fait à partir notamment du nitrobenzène, qui est une molécule qui est nocive, toxique. Donc, ça nécessite une purification rigoureuse, surtout si on veut l'utiliser dans l'alimentaire derrière. Excusez-moi. Bon, heureusement, hein, c'est bien purifié, etc. Donc, normalement, on n'est pas censé boire du nitrobenzène là, avec la lignine, mais l'objectif, quand même, ce serait de pouvoir obtenir des meilleurs rendements, parce que déjà, il y a déjà des études qui ont montré qu'il y avait d'autres molécules qui étaient moins toxiques et qui pouvaient donner des meilleurs rendements sur la synthèse de vanilline à partir de lignine. Donc voilà, donc des recherches sont en cours, et ça, c'était un petit projet que j'avais fait pendant 3 mois dans mon stage de recherche, en fait, pendant mon doctorat. Donc voilà, je vous ai montré les deux applications totalement différentes avec la lignine. Maintenant, je vais vous parler d'une autre application, totalement différente encore une fois, mais sur la valorisation de la cellulose, cette fois. Alors, souvenez-vous, hein, sur mon procédé organosolve, on avait extrait la lignine pour la valoriser, mais il nous reste encore une fois la pâte cellulosique qui contient, elle, ben, de la cellulose. Et donc, on peut valoriser cette cellulose-là de plein de manières différentes, encore une fois. Et là, avant de vous parler de mon projet, je vais faire une petite mise en contexte. Les changements climatiques amènent à de plus en plus de feux de forêt, de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. On l'a vu déjà il y a quelques années avec les feux. Je pense, moi, c'est la première fois que je m'en suis rendu compte en Australie. Quelques années plus tard, c'était dans le sud de la France où il y a eu des grands feux ravageurs. Beaucoup plus récemment, les feux au nord du Canada et encore plus récemment en Californie. Donc, ben, ça montre que c'est important de trouver quand même qu'il y a un moyen de lutter contre ces feux de forêt. Et bah, actuellement, certains produits qu'on utilise pour éteindre les feux de forêt contiennent des molécules toxiques, comme notamment les PFAS. Les PFAS sont appelés les produits chimiques éternels. Alors, c'est une belle appellation, mais en fait, c'est pas du tout beau. Pourquoi? Parce que produits chimiques éternels, ça veut dire qu'ils ne sont pas dégradés, ils ne sont pas assimilés par la nature, par l'environnement. Il y a un petit article qui avait fait un petit schéma sur le cycle de vie des PFAS. Alors, je vous passe tous les PFAS dans les objets du quotidien qu'on utilise tous les jours et qui nous contaminent. Je vais uniquement me concentrer, moi, sur les feux de forêt, enfin, sur la lutte contre les incendies. Et en fait, ben, quand les pompiers déversent ces produits-là pour essayer de contrôler un feu de forêt, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'ils déversent plein de molécules toxiques dans l'environnement. Ça, on les retrouve dans les sols, on les retrouve dans les rivières, dans l'eau, dans les herbes, dans les plantes, dans les poissons. Et il y a notamment beaucoup d'études qui ont été faites sur les poissons qui montrent que les poissons contaminés au PFAS donnaient naissance à des poissons atrophiés qui ne pouvaient pas se reproduire derrière. Donc, c'est quand même pas une catastrophe environnementale. En plus de ça, donc je pourrais m'arrêter là, mais en plus de ça, ben, ça se retrouve dans notre alimentation et donc dans nous. Par exemple, il y a aussi, oui, le Phos-Chek. Donc, vous avez déjà peut-être entendu parler hein, du Phos-Chek qui est utilisé en Californie. Mais l'utilisation du Phos-Chek a fait quand même une petite polémique parce que en 2024, donc là, on parle d'une étude de l'année dernière, il y a une étude qui a montré que le Phos-Chek qui était utilisé depuis des décennies aux États-Unis contenait des matériaux, enfin des métaux lourds, donc du chrome, du cadmium, etc., qui étaient nocifs pour l'environnement et pour l'homme. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même important d'essayer de trouver une alternative un peu plus responsable que ces composés-là. Donc le but de mon projet actuel de postdoc, il est encore en cours, c'est de trouver une alternative éco-responsable pour la lutte contre les incendies. Je regarde l'heure un petit peu, je vais me dépêcher un peu. Donc, pour vous parler de la lutte contre les incendies, vous avez sûrement entendu parler du triangle du feu.
Alors, il faut savoir que cette appellation, elle est fausse. En réalité, on doit parler du tétraèdre du feu. En effet, le feu a besoin de 4 éléments pour survivre. Il a besoin de carburant, de chaleur, d'oxygène et d'une réaction en chaîne. La réaction en chaîne, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle la flamme. Et si on enlève un seul de ces 4 éléments, il n'y a plus de feu. Si on enlève le carburant, le feu, il va mourir petit à petit. Si on enlève l'oxygène, le feu va s'étouffer. Et si on enlève la réaction en chaîne, donc si on enlève la flamme, ben, il n'y a pas de feu. On dit il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas de feu sans flamme non plus. Donc, euh, il nous suffit d'enlever un seul de ces 4 éléments pour éteindre un feu. Et moi, le but de mon matériau, là, de mon postdoc, ça va être d'éliminer le plus d'éléments du tétraèdre du feu. Alors pour ça, comment je peux faire? Ben, je peux déjà, pour réduire la chaleur, utiliser de l'eau. C'est pour ça qu'on utilise de l'eau pour éteindre du feu, c'est que l'eau, en s'évaporant, ça fait une réaction endothermique, donc ça va prendre la chaleur du feu, et donc en s'évaporant, ça va réduire la chaleur. Et si on réduit suffisamment la chaleur, le feu s'éteint. Ensuite, on peut réduire l'apport en carburant et en oxygène. Comment? En créant une barrière physique qui va limiter soit l'apport en oxygène vers le feu, soit qui va limiter l'apport en carburant. Et on peut arrêter la réaction en chaîne. Alors pour ça, il existe des éléments comme le phosphore et l'azote qui sont très efficaces pour stopper la réaction en chaîne, donc pour stopper la flamme. Alors pour être honnête avec vous, moi dans ce projet-là, je n'utilise pas la cellulose que j'ai extrait via le procédé Organosolv. J'utilise des filaments de cellulose que l'entreprise Kruger me fournit, mais le principe reste le même. Premier élément du tétraèdre du feu, réduction de la chaleur. Je ne me suis pas foulé. Je suis allé prendre de l'eau, je l'ai mélangé à mon gel, enfin à ma cellulose. Ça fait un gel. Euh, pour ça, j'ai pris 4% de filament de cellulose parce que ça me permettait d'avoir un gel qui se tienne suffisamment pour pouvoir le mettre sur une surface verticale et que ce gel reste collé à la surface verticale. Et comme ça donnait un petit avantage par rapport à juste de l'eau. Si on met de l'eau sur un mur, ben, l'eau va couler par terre. Là, ça nous permet de mettre comme de l'eau, mais sur toute la surface. Mais une fois que l'eau s'est évaporée, ben, on a de la cellulose, et la cellulose, ça brûle. Alors pour vous le prouver, j'ai fait une expérience très scientifique, c'est que j'ai pris une feuille de cellulose, j'ai mis une flamme de briquet, et on voit qu'en 3-4 secondes, la flamme s'est complètement propagée partout, et à la fin, il ne reste plus rien, la feuille s'est complètement volatilisée. Donc, ben, il fallait que je rajoute quelque chose d'autre. Et pour ça, je me suis dit que j'allais jouer sur la réaction en chaîne, donc sur cette flamme qui prend toute la feuille. Et pour ça, ben, comme je disais tout à l'heure, l'azote et le phosphore, c'est très efficace. Dans la littérature, c'est réputé pour être très efficace comme molécule retardatrice de flamme. Et il y a une molécule, le diammonium phosphate, qui contient à la fois de l'azote et du phosphore, et qui, encore une fois, dans la littérature scientifique, c'est un composé qui est génial. Mais là, vous allez vous dire, mais attends, diammonium phosphate, parce que si on veut répandre ça dans la nature, est-ce que c'est bon pour l'environnement? En fait, le diammonium phosphate, c'est l'engrais le plus utilisé au monde dans l'agriculture. Donc, c'est pas toxique. Et en plus de ça, ben, après un feu de forêt, si on met un peu d'engrais dans le sol, ça peut pas faire de mal non plus pour régénérer les sols. Donc je me suis dit que j'allais utiliser le DAP, le diammonium phosphate. Alors j'ai toujours gardé mes 4% de cellulose, puis 95% d'eau et 1% de diammonium phosphate. Et là, si je reviens sur ma petite image, ben, voici ce qu'on obtient si je brûle une feuille de cellulose avec du DAP. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai beau laisser la flamme toujours au même endroit, la flamme ne se propage absolument pas. Et deuxième fait intéressant, c'est que la feuille, elle carbonise instantanément. Elle ne se volatilise pas en cendres comme tout à l'heure, elle reste en couche charbonnée. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de jouer sur encore un autre élément du tétraèdre du feu, qui est l'apport en combustible. Alors moi, mon gel, il n'a pas pour but d'être mis sur le feu directement, mais en amont ou en aval pour contrôler l'avancée d'un feu. Et en fait, ben, en ayant une couche comme ça charbonnée qui va, enfin si on met le gel et que le feu approche, le feu va d'abord se heurter à une couche d'eau parce qu'il y a quand même 95% d'eau. Puis une fois que l'eau s'est évaporée, hop, instantanément la feuille elle va carboniser, donc créer une barrière physique pour limiter l'accès au bois qui est derrière. Et pour rendre ça un petit peu plus efficace, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu de lignine pour augmenter le taux de carbonisation du gel. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi j'utilisais déjà de la lignine dans mon doctorat pour faire la fibre de carbone et pas de la cellulose? C'est parce que dans la lignine, il y a beaucoup plus de carbone. Donc pour faire une fibre de carbone, c'était logique. Ben là, c'est un peu la même chose. Pour faire une feuille carbonée, une feuille de charbon, hein, mais pour faire une feuille de charbon plus épaisse, ben, je rajoute un petit peu de lignine et ça me permet d'augmenter l'épaisseur de cette couche-là. Et donc, j'ai mon gel final avec 4% de cellulose, environ 1% de DAP, 2% de lignine et 93% d'eau.
Pour voir l'efficacité de mon gel, j'ai fait quelques essais au cône calorimètre. Alors, le cône calorimètre, en fait, c'est un cône qui va chauffer un échantillon et il y a tout un tas de capteurs qui va mesurer la fumée dégagée, le taux d'oxygène consommé, la chaleur dégagée, etc. Donc, j'ai chauffé à une puissance de 50 kW par mètre carré sur des échantillons d'épinettes noires. Et voici la courbe qu'on obtient pour un échantillon d'épinettes noires. Alors là, il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est déjà le temps d'ignition. Là, on voit que l'épinette noire met environ 20 secondes avant de s'enflammer. Et la deuxième chose, c'est la hauteur du premier pic. La hauteur du premier pic, elle est un peu en corrélation, enfin, elle est complètement en corrélation avec le flux de chaleur dégagé lors de l'inflammation. Et donc, moi, ce que je veux, c'est jouer sur ces deux paramètres-là, notamment retarder le temps d'ignition au maximum pour que le bois mette plus de temps à brûler et diminuer la hauteur du premier pic parce que si on a une moins grosse quantité de chaleur dégagée, ben, ça limite la propagation d'arbre en arbre. Et là, on voit donc, quand l'épinette noire s'enflamme, on est à 188 kW par mètre carré dégagé lors de l'inflammation. Et maintenant, la même courbe, mais avec l'épinette noire plus mon gel. Première chose qu'on remarque, c'est que déjà le temps d'ignition est très retardé, alors ce qui est somme toute logique puisque j'ai rajouté de l'eau, hein, que c'est 95% d'eau à peu près, donc le temps que l'eau s'évapore, ben, ça retarde la propagation du feu. Et deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'on a réduit la chaleur dégagée à l'ignition à 100 kW par mètre carré. Et en fait, ce qu'on peut remarquer surtout, c'est que pour l'épinette noire, on avait un gros dégagement de chaleur avant d'arriver sur un petit palier, qu'avec avec le gel, lorsque ça s'enflamme, on atteint directement ce palier. On n'a pas un dégagement de chaleur plus important. Donc ça, c'est les résultats qui sont assez prometteurs. Le projet est toujours en cours, je n'ai pas encore fini, mais dans les perspectives, bah, il faudrait que je teste une méthode de dispersion de mon gel sur des parois verticales, etc. Parce que là, pour l'instant, je prends ma spatule et j'étale sur ma petite plaque de 10 centimètres, mais bon, on commence bien quelque part, hein. Et bah, après, tester l'efficacité de ce gel à une plus grande échelle. Alors rassurez-vous, je ne vais pas aller mettre le feu à une forêt pour voir si mon gel est efficace. Quand je dis plus grande échelle, c'est du 1 mètre carré, 1 mètre cube, hein. C'est pas non plus. Mais déjà, ça permettrait, parce que là, je suis sur des échantillons de 10 centimètres carrés, donc passer à un petit peu plus grande échelle, ça pourrait déjà avoir une meilleure idée de est-ce que c'est réellement efficace ou pas. Alors pour conclure, je vais juste vous parler d'un petit exemple de bioraffinerie qui existe en Norvège, dans la ville de Beauregard. Il y a une bioraffinerie qui existe depuis plusieurs décennies maintenant. Et donc, comme on peut le voir ici, cette bioraffinage utilise la lignine, la cellulose et les hémicelluloses pour faire tout un tas de produits. Alors, c'est écrit en petit, mais ici, on voit il y a la production de vanilline, des acides qui sont utilisés dans la synthèse organique, par exemple. On voit la cellulose ici et on voit il y a du biocarburant aussi. Là, il y a de la bioénergie, etc. Donc, cette bioraffinerie-là, elle existe et il y a toute une distribution. Alors ça, c'est un truc qui date de 2010, donc ça fait déjà, comme je dis, ça fait déjà 15 ans plus de 15 ans que ça fonctionne. Et donc, on voit 41%, c'est le marché pour la lignine, 36% pour la cellulose et 23% pour les ingrédients et pharmaceutiques. Alors, je pense que ça, c'est plutôt au niveau des extractibles. Et ben voilà, si on regarde à peu près ce qu'ils vendent, ça moitié en Europe et moitié un peu partout dans le monde. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe déjà. Ça peut être rentable parce que ça fait plusieurs années qu'elle est là. Donc, on peut le faire. Le problème, c'est que ben, ça coûte quand même beaucoup d'argent et on n'est pas encore non plus. Là, tous les projets que je vous ai parlé, c'est beau, ça fait rêver, mais c'est pas encore optimal. Donc, ben, pour des industriels, dépenser plusieurs millions pour quelque chose qui n'est pas encore optimal, c'est pas encore. Bah, ça marche pas. Donc voilà, donc ça concluait ma présentation. Je vous invite à scanner ce petit QR code si vous voulez en savoir un peu plus sur mes projets. Notamment, ça va vous amener en fait sur mon site, un petit site personnel avec des vidéos sur YouTube que j'ai fait de vulgarisation qui sont très bien si vous voulez en savoir un peu plus sur la transformation de la lignine en fibre de carbone ou en vanilline. C'est des vidéos qui sont très vulgarisées. Je les ai montrées à mes petits cousins, ils ont compris, ils ont trouvé ça très intéressant. Sinon, voilà, il y a mon LinkedIn où je suis un peu actif pour toutes mes actus scientifiques et Google Scholar si vous voulez vraiment aller en profondeur dans ce que je vous ai raconté. Merci beaucoup. Ça va, je vais respecter le temps un peu. Mhm. Donc, merci beaucoup, Maxime, pour cette belle présentation. C'était super intéressant. Donc, ça va maintenant être la période de questions. Est-ce que en salle, on a des questions? Ah.
Merci full, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai une question pour la dernière partie là, sur les feux. Tu as parlé de tu sais, réfléchir à des techniques de dispersion. Est-ce que ça serait plus dans l'optique de faire un peu des produits similaires aux avions là, qui dispersent la poudre, ou est-ce que ça serait plus dans l'optique de peut-être mettre ça sur des matériaux pour essayer de prévenir, mettons, que des quartiers brûlent, ou tu sais, comme plus sur les matériaux de maison, ou plus comme en dispersion pour ralentir le feu quand il passe, mettons, je sais pas si je suis claire. Euh, j'ai réfléchi pas mal à la question parce que je me suis dit que dans des avions qui se disperseraient comme ça, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément réaliste puisqu'on est plus à un gel. L'avantage des poudres, c'est que ça se disperse quand même beaucoup plus facilement. Donc, ce que je me suis dit, c'est que cette application-là, ce serait plus, comme tu disais, pour prévenir, genre s'il y a jamais il y a un feu qui se dirige vers l'ouest et qu'à l'ouest, il y a tout un village, etc., ben, ce serait déjà plus accessible pour y aller, pour pouvoir faire de la prévention, on va dire. Et l'idée, ce serait comme d'avoir une machine sous pression qui enverrait le gel comme ça, un peu comme on fait un crépi ou de la peinture là. Ce serait de faire un peu comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore commencé les essais là, mais c'est ça. Ce serait plus pour un endroit qui serait quand même accessible, plus accessible que vraiment dans le nord de la forêt, là, pour pouvoir contrôler le feu et limiter l'avancée d'un feu vers des habitations. C'est possible. Cool, merci. Merci. S'il y a des personnes en ligne qui ont des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Merci. Est-ce que tu peux glisser un mot sur les hémicelluloses? Parce que tu as fait le tour, puis à la fin, là, il y a une diapo qui mentionnait hémicellulose. Tu as passé par-dessus. Est-ce que c'est parce que c'est un dossier réglé? Est-ce que parce que je pense qu'il y a des produits à haute valeur ajoutée aussi qui peuvent être Ouais. fabriqués? Peut-être en glisser un mot. S'il te Tout à plaît. fait. En fait, je pourrais même glisser un mot aussi sur les extractibles. En fait, c'est juste que là, moi, aujourd'hui, 30 minutes, je me suis concentré sur ce que, comme je disais au début, sur ce que moi j'ai fait de ma petite carrière, de ce que moi j'ai réalisé, parce que j'étais plus à même d'en parler. Mais oui, les hémicelluloses, c'est un très bon apport d'une famille qu'on appelle les glucides, une famille de molécules qu'on appelle les glucides. Et aussi, en fait, les hémicelluloses sont déjà très utilisées dans l'alimentaire, hein. La gomme arabique, les émulsifiants, les gélifiants, c'est des hémicelluloses issues de certaines espèces d'arbres. Donc, on peut déjà les extraire en conditions douces. C'est dans une des premières diapos, dans mon grand schéma le procédé organosolve. En fait, on peut les extraire avec juste un petit peu d'eau chaude et un petit peu sous pression pour extraire les hémicelluloses avant d'extraire la lignine et la cellulose. Et donc, ces hémicelluloses-là, c'est ça, on peut les utiliser comme additifs alimentaires principalement ou les couper en plus petits morceaux pour faire ce qu'on appelle des monosaccharides, pour faire du biocarburant, par exemple, à la fin. Et aussi les extractibles qui sont. En fait, pourquoi on appelle ça les extractibles? C'est tout un mélange de molécules, mais on les appelle extractibles parce qu'ils sont facilement extractibles. Et donc, il suffit de faire chauffer avec un peu d'eau ou un petit solvant, un peu d'alcool, etc. On peut récupérer ces extractibles-là. Et il y a énormément d'études qui ont été faites sur les extractibles qui disent il y a beaucoup de propriétés pharmaceutiques dans ces extractibles-là. Je pense notamment à l'acide salicylique, qui est un extractible de l'écorce du saule. L'acide salicylique, après une petite transformation, ça fait l'aspirine, en fait. Donc, c'est une molécule qui est très utilisée dans le monde, hein, pour les maux de tête, pour les douleurs, etc. Et c'est issu, à la base, hein, maintenant c'est fait en synthèse, mais à la base, c'était issu de l'écorce du saule. Et en fait, quasiment toutes les extractibles ont des propriétés médicinales, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire, mais c'est ça, moi, je ne me suis pas attardé là-dessus, mais voilà, j'ai glissé un mot grâce à vous. Merci. J'aurais une autre question, mais j'ai plus attendre. Est-ce que tu peux nous parler du produit qui s'appelle Lignode? Est-ce que tu connais ce produit-là? Je ne pourrais pas en parler. Qu'est-ce que... Peut-être vous pouvez Oui, en parler. c'est un produit à base de lignine pour faire des piles, des batteries. Ah oui, Alors, sur Internet, on tape Lignode et on a des belles perspectives de nouveaux produits, mais je me demande où c'est Stora Enso, là, la grande compagnie ok. européenne qui produit, ou en tout cas qui est sur cette filière-là. Ouais, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont en train de faire là-dessus. J'ai fait un petit stage aussi en maîtrise là-dessus. En fait, la lignine, vu que la lignine contient beaucoup de carbone, un peu comme pour les fibres de carbone, on peut en faire des matériaux carbonés. Donc, au lieu de faire des fibres, de s'embêter à faire une structure de fibre, on peut juste faire des carbones, ce qu'on appelle des carbones poreux ou nanoporeux. Donc, ça va être des carbones. Le carbone est conducteur, hein, le graphène, c'est un superconducteur. Et en fait, le carbone est conducteur. Et grâce à la propriété conductrice du carbone, on peut, en mettant des nanotrous, des nanopores dans des matériaux,
injecter, on va dire, de l'énergie électrique, donc stocker des électrons, et après, il suffit de faire un petit différentiel pour renvoyer les électrons, et en fait, ça permet de faire une sorte de batterie, on appelle ça des supercondensateurs notamment, et c'est un peu la même chose que les batteries, hein, ça stocke et ça relargue de l'énergie électrique. Et l'avantage de ces supercondensateurs, c'est que contrairement aux batteries lithium-ion là qu'on a dans tous nos appareils, c'est pas une réaction chimique qui se fait pour charger et décharger. C'est juste on va stocker des électrons et les relâcher. Donc c'est beaucoup plus durable dans le temps. La durée de vie d'un supercondensateur par rapport à une batterie, c'est fois multiplié par 10 ou 50. Enfin, c'est vraiment énorme. Mais bah, le gros problème, pourquoi on n'a pas des batteries pour les voitures, par exemple, qui sont faites en carbone poreux comme ça, c'est que bah, ça prend beaucoup plus de place. Pour l'équivalent d'une petite batterie, on aurait une batterie beaucoup plus grosse. Donc, les recherches actuelles qui sont faites, c'est pour augmenter cette capacité de stockage de l'énergie dans un plus petit volume parce que bah, actuellement, on a vraiment une batterie qui tient plusieurs heures, plusieurs jours, vraiment sur un petit volume. Et bah, c'est le problème, c'est qu'on a bien optimisé ça. Donc maintenant, il faut optimiser les supercondensateurs. Mais surtout pour les voitures, bah, ça tiendrait beaucoup mieux à l'hiver, notamment, vu qu'il n'y a pas une réaction chimique. Pour stopper une réaction chimique, on met du froid. Quand on a mal, on met du froid, ça stoppe la réaction chimique qui se passe dans le corps. Et ben là, c'est pareil avec l'hiver dans les batteries de voiture, hein. C'est pour ça que les batteries tiennent moins en hiver. Mais avec les supercondensateurs, comme ce n'est pas une réaction chimique, ça permettrait de beaucoup mieux tenir l'hiver. Mais il faudrait des voitures plus grosses où on aurait beaucoup moins d'autonomie, donc c'est aussi un problème à régler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, je voulais te demander si pour les tests de combustion de l'épinette noire, tu avais pu comparer par rapport au gel que tu as fabriqué, si tu avais pu faire un test avec juste de l'eau pour voir si la différence du temps d'ignition. Malheureusement non, parce que l'eau, ça coule. Et en fait, mon D'accord. échantillon, si je mettais de l'eau dessus, l'eau serait tombée au pied de la machine. Donc j'aurais eu, à la limite, je pourrais faire avec du bois mouillé, mais ça aurait pas été forcément une bonne comparaison parce que le bois mouillé, ça veut dire que l'eau est à l'intérieur des cellules du bois, donc beaucoup plus emprisonnée, donc beaucoup plus difficile à faire évaporer que de l'eau en surface s'évapore très rapidement. Après, j'ai fait des tests où j'ai juste mis mon gel de cellulose et d'eau, sans mettre de DAP, sans mettre de lignine, pour comparer un petit peu, mais globalement, en fait, l'efficacité, ça retarde à peu près de la même façon, parce que en fait, c'est juste l'évaporation de l'eau qui va retarder l'inflammation. Mais si on a juste de la cellulose, ben, la flamme dégage quand même plus de chaleur lors de l'inflammation et le gel, enfin la couche carbonée craque instantanément. Alors qu'avec de la lignine, on voit que la couche carbonée, elle résiste quand même un peu plus longtemps avant de se mettre à craquer. D'accord, merci. Je voulais aussi te demander pourquoi, quand tu fais les fibres de lignine, pourquoi tu travailles à l'échelle nanométrique? C'est quoi l'intérêt? C'est pour l'adhérence après sur les surfaces? Alors l'intérêt d'essayer de faire ça, c'était d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Parce que comme je l'ai dit dans la littérature, faire des fibres de carbone biosourcées, ça a été déjà fait. Ça a déjà été fait, j'avais rien inventé. Essayer d'utiliser les lignines pour faire des fibres de carbone, ça avait déjà été fait un peu plus difficilement, mais ça avait déjà été fait. Et moi, en fait, j'avais utilisé de la lignine d'épinette noire parce que, bon, pour une raison de structure moléculaire qui est différente là. Mais en fait, j'avais plusieurs hypothèses, notamment la lignine d'épinette noire qui serait peut-être meilleure pour faire de la fibre de carbone, pour des fibres de carbone plus résistantes. Et comme ça avait déjà été fait de faire des fibres de carbone à partir de lignine, de taille, on va dire, micrométrique, je me suis dit, ça n'a jamais été fait de le faire dans le nanométrique. Et dès qu'on passe à l'échelle nanométrique, les propriétés, des fois, elles peuvent être totalement différentes. Donc, je me suis dit, c'était une hypothèse. Peut-être que si je fais des fibres de carbone nanométriques, ça sera peut-être plus résistant parce qu'au lieu d'avoir comme 3 fibres épaisses, on en aurait 20 plus petites. Donc, peut-être que ça aurait une meilleure. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu tester ma théorie parce que je n'avais pas le temps de faire des tests mécaniques. Mais c'était une hypothèse, essayer de quelque chose de nouveau, parce que comme ça n'a jamais été fait, peut-être que c'était ça la solution. D'accord, merci. Mais on ne saura pas. Merci. Des questions en ligne. Bonjour. On a quelques questions en ligne. Monsieur Jérôme Pelletier aimerait savoir, est-ce qu'il y a une essence d'arbre en particulier qui contient plus de lignine ou qui est plus facile de l'extraire? Totalement. La lignine, le taux de lignine
va varier selon chaque espèce d'arbre. Donc, chaque essence d'arbre aura un taux de lignine différent. Alors, c'est pour ça que quand on parle, là, je ne l'ai pas mis, mais on dit c'est environ 50% de cellulose, 25% de lignine ou 20% de lignine, 30% d'hémicellulose. Mais quand on veut faire juste une explication comme ça en général, on va dire c'est entre 40 et 60% de cellulose, entre 15 et 30% de lignine. Donc, c'est des grandes fourchettes, mais parce que ça varie énormément. Et même au sein d'une même espèce d'arbre, selon que l'arbre a poussé au nord, au sud, ça va pas être la même quantité de lignine. Il y a plus de lignine dans les résineux que dans les feuillus, en règle générale, mais la lignine des résineux est plus difficile à extraire que celle des feuillus. Donc, il y a un peu ce truc à savoir de est-ce qu'on veut s'embêter à extraire de la lignine des résineux, mais comme elle est plus difficile, on va avoir un moins bon rendement, ou va falloir faire plus de travail, plus d'optimisation, ou de la lignine de feuillus qui va être plus facile à extraire, mais il y en a un peu moins. Et bah, encore une fois, moléculairement, c'est pas exactement la même chose. C'est ça. Il y a des différences. Je ne vais pas aller dans le détail de la différence moléculaire des lignines, mais oui, il y a beaucoup de différences entre chaque. Et même, si je peux rajouter, selon la méthode qu'on utilise pour extraire la lignine, on n'aura pas la même lignine. Les procédés Kraft pour faire la pâte à papier, on n'a pas du tout la même lignine que le procédé organosol que je vous ai montré là. C'est totalement différent. Donc les propriétés vont être complètement différentes. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez compliqué de faire le bioraffinage, etc. C'est que selon la méthode, selon l'espèce d'arbre, selon l'essence d'arbre, selon l'arbre s'il a poussé dans le nord, dans le sud, etc., ça va toujours varier. Donc on ne peut pas se dire, oh, là, moi, j'ai trouvé un procédé organosol que j'ai optimisé pour l'épinette noire. On fait la même chose en France, ça ne marchera pas. Pas de la même façon, en tout cas. Donc il faut toujours faire une adaptation et pour avoir une règle générale, ça va être très compliqué. Mais on peut y arriver. On a une autre question. Est-ce que vous avez effectué des démarches auprès de la SOPFEU pour faire des tests à grande échelle? Non, parce que, comme je disais, pour l'instant, j'ai pas encore commencé les tests déjà pour essayer de répandre le gel sur des surfaces. On va faire chaque chose en son temps. Mais oui, oui, enfin, la feu, je l'ai dans un coin de la tête, mais pour l'instant, je suis pas du tout à ce niveau-là d'avancement de test. Déjà, à voir, est-ce que même je veux me rendre jusque-là? Pour l'instant, c'est plus à une preuve de concept que je veux faire avec ce gel à base de cellulose là que vraiment une application commerciale derrière avec des normes, etc. On demande aussi si tu as répertorié d'autres usines du type Bourgard en activité. De Beauregard. Donc, ouais, d'autres bioraffineries. Je sais qu'il y en a eu quelques-unes, mais je crois que c'était plus à l'échelle pilote qui se sont arrêtées. Il y en avait une notamment qui extrayait de la lignine, je crois que c'était Lignol, qui a extrait de la lignine, qui faisait un peu une sorte de bioraffinage comme ça. Mais c'était plus une échelle pilote et après elle s'était arrêtée. Euh, Parce que je crois que aussi cette bioraffinerie-là était basée sur le procédé organosolv. Et le procédé organosol, si beau et si intéressant soit-il, il utilise de l'éthanol, donc un solvant organique, et ça coûte quand même assez cher. Et il faut trouver un moyen de le recycler, sauf que pour recycler de l'éthanol, bah, il faut chauffer pour le faire évaporer, pour le recondenser derrière. Donc ça coûte aussi cher de le recycler. Au niveau de la rentabilité économique, on n'est pas forcément là. Et comme je disais, là, actuellement, on en est encore à la recherche pour transformer moléculairement les molécules du bois et faire des produits à haute valeur ajoutée. Donc, on n'a pas encore une grosse application commerciale de ça, puisqu'on est encore à l'échelle de la recherche. Donc, faire une bioraffinerie pour extraire toutes les composés du bois, pour les revendre, mais à pas grand monde, puisque finalement, on n'a pas encore beaucoup d'applications commerciales, ben, c'est pour ça que c'est encore assez dur là de, de, de faire des bioraffineries, mais je sais qu'il y a un projet de bioraffinage, enfin, de bioraffinerie en cours, pas très loin de Québec, là, ici. Ils sont en train de faire des petites recherches pour essayer justement de récolter du bois, de faire des extractions, etc., etc. C'était justement la prochaine question à propos de savoir si c'est dispendieux de produire de la fibre de carbone biosourcée. C'est dispendieux. Je sais pas si jamais, enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé pour les gens qui font du sport, genre du ski par exemple, essayer d'acheter des skis avec des fibres de carbone. Le prix, il est très très cher. Les vélos avec des fibres de carbone, c'est très très cher. Par contre, un vélo en fibre de carbone, on peut vraiment le soulever à deux doigts. C'est très léger et c'est aussi résistant que des vélos qui pèsent des tonnes là. Mais oui, c'est très cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de trouver une molécule moins chère que le PAN pour faire de la fibre de carbone parce que ça permettrait de réduire notamment ce coût-là. Et comme je disais tout à l'heure, la fibre de carbone biosourcée, elle est moins chère et peut-être qu'elle a des moins bonnes propriétés, mais
pour faire des ailes d'avion ou des fusées, etc., ok, utiliser avec des meilleures propriétés, mais pour faire des vélos en fibre de carbone ou des skis en fibre de carbone, ben, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une si grande résistance que ça, juste déjà renforcer des skis ou un vélo avec des fibres de carbone biosourcées, ça pourrait être déjà une très bonne alternative, au moins pour commencer à la mise en marché de ces fibres-là. Après, je n'ai pas le prix exact hein, de la fibre de carbone, j'avoue, je ne suis pas allé jusqu'à l'étude économique du marché, j'ai déjà pas pu faire de tests mécaniques. On vous demande aussi si les flammes des feux de forêt se nourrissent en premier des matériaux combustibles qui enveloppent le bois, l'écorce, le feuillage. Avez-vous fait des tests au cône calorimétrique avec des fibres d'écorce ou d'aiguille? Non, parce que les aiguilles et les feuilles, ça brûle tellement vite que finalement, toutes les feuilles en fait, vont brûler avant de vraiment pouvoir faire brûler un tronc. Pour faire brûler un tronc d'arbre, il faut quand même qu'il y ait une flamme qui reste assez longtemps pour pouvoir que le feu y prenne. Et en fait, les feuilles vont brûler tellement vite que c'est comme si genre une explosion de feu d'un coup, puis il n'y aura plus rien après. Et en plus de ça, genre, faire des tests avec des feuilles, ce qu'il faut savoir, c'est que le cône calorimètre, c'est quelque chose qui est très normé, hein. C'est des échantillons de 10 cm par 10 cm, 5 mm d'épaisseur, 10, 15 mm d'épaisseur. Enfin, c'est quelque chose de très normé. Et bah, mettre un tas de feuilles un peu tassées comme aléatoire et tout, selon si on tasse bien les feuilles ou pas, bah, ça va pas brûler pareil. Donc, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des tests répétables là-dessus. Et ça, et moi, le but, je me suis concentré plutôt d'abord sur les troncs que sur les feuillages, mais de toute façon, si on répand le gel, le but ce serait de le répandre sur tout autour des arbres, là, donc feuillage compris, branches, troncs, écorce, tout ça. Mais c'est sûr que oui, ça brûle pas de la même manière, mais ça, on peut passer des années et des années à essayer de tout tester individuellement. Mais c'est ça, le plus important, c'est vraiment le tronc, les branches. Si on arrive à limiter l'inflammation de ça, bon, bah, le feu, il pourrait juste brûler tous les houppiers, là, toutes les feuilles. Normalement, ça devrait. Si aucune branche et aucun tronc ne prend feu, bon, les feuilles, ils en feront, quoi. Les arbres feront des feuilles. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup pour vos questions, autant en ligne qu'en salle. Merci beaucoup. C'est ce qui va marquer la fin de notre café-conférence forestier. On vous remercie pour votre présence en grand nombre. Il y avait environ 120 personnes en ligne. Le prochain café-conférence sera le 25 mars 2025. Surveillez les courriels pour les détails. Et finalement, nous sommes à la recherche de présentations pour les prochains cafés-conférences. Donc, si vous avez un sujet que vous aimeriez présenter, vous pouvez contacter Marie-Claude Dussault à l'OIFQ. Donc, l'enregistrement de cette présentation se retrouvera d'ici quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ ou encore sur le site de l'OIFQ dans la section membres et activités passées. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée.